Au sommet de l'Olympe hollywoodien, baignée de luxe et touchant des cachets à 7 chiffres, elle a soudainement plié bagage pour s'enfuir dans la brousse sauvage d'Australie, là où l'électricité n'existait même pas. Les journalistes parlaient de folie et de crise de nerfs. Mais de quoi Anne Baxter cherchait-elle vraiment à s'échapper? Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité sur comment la cage dorée d'Hollywood brisait des vies, et pourquoi cette grande actrice a préféré nettoyer des étables plutôt que de rester dans cet enfer parfait. Le système des studios du Hollywood classique craignait le plus que tout l'intelligence féminine indépendante, tout en ayant désespérément besoin de récits dramatiques profonds. Lorsqu'une actrice capable de transmettre une fracture psychologique avec la précision d'un chirurgien est apparue, les corporations ont tout fait pour emballer son talent dans un format beau et sans danger. On lui permettait d'être forte, mais seulement si son personnage se brisait sous le poids des circonstances. Contrairement à beaucoup de stars de cette époque, elle a refusé de devenir une victime, à l'écran comme dans la vie. Anne Baxter est généralement rappelée pour ses rôles dans All About Eve, The Razor's Edge et Les 10 Commandements. Dans la mémoire collective, elle est restée prisonnière de son propre talent à jouer des femmes où la vulnérabilité côtoie toujours une volonté dangereuse. Le mythe simplifie sa biographie à un ensemble standard: beauté, ambition, âge d'or du cinéma et drame spectaculaire. Mais derrière cette façade brillante se cache un processus bien plus complexe. C'est l'histoire d'une professionnelle avec un capital culturel sérieux qui a passé sa vie à construire son autonomie en dépit du diktat du système corporatif. Et ce processus a commencé bien avant qu'elle ne franchisse pour la première fois le seuil d'un studio de cinéma. Acte 1. Capital culturel et position de départ. Anne Baxter voit le jour en 1923 à Michigan City, dans l'Indiana, chez Kenneth Stewart Baxter et Catherine Dorothy Wright. Ce détail biographique n'est pas une simple note de bas de page, mais le socle de toute sa carrière. Catherine Dorothy est la fille de Frank Lloyd Wright, l'architecte dont le nom est déjà synonyme de modernisme américain, de monumentalité et de vision créative sans compromis. Grandir dans l'orbite d'une telle figure, c'est absorber un certain standard d'ambition et de travail. La philosophie de Wright repose sur l'idée d'une architecture organique, où forme et fonction sont indissociables, et où l'ornementation ne doit jamais masquer l'essence de la structure. Transposée à l'éducation, cette approche crée un environnement où l'on ne discute pas de comment réussir ou devenir célèbre, mais de comment laisser une empreinte culturelle et atteindre la perfection structurelle dans chaque entreprise. Le Hollywood classique des années 30 et 40 repose sur un tout autre modèle social. L'industrie adore et propage le mythe de Cendrillon. La future star idéale, aux yeux des patrons de studio, est une fille de province, sans relation, sans éducation sérieuse, de préférence avec un passé financier difficile. Une telle position de départ rend l'actrice débutante entièrement dépendante du studio. La corporation joue le rôle de démiurge. Elle donne un nouveau nom à la jeune fille, corrige sa ligne de cheveux, façonne sa voix, paie sa garde-robe et, en somme, construit son personnage public à partir de rien. En échange, le système obtient une loyauté absolue et le droit inconditionnel de disposer de l'image de l'actrice comme d'une propriété corporative, lui dictant non seulement ses rôles, mais aussi ses comportements en public. Anne Baxter brise ce contrat industriel tacite dès son entrée dans la profession. Elle possède un capital culturel immense, impossible à enlever ou à réécrire. Elle n'a pas besoin d'inventer une nouvelle biographie pour les communiqués de presse, et elle n'a pas besoin d'être sauvée de la pauvreté. Son père, Kenneth Stewart Baxter, est un cadre prospère dans le secteur corporatif. La famille appartient à la haute classe moyenne et déménage à New York peu après la naissance des enfants, s'installant dans le respectable comté de Westchester. Pour la machine des studios, cela représente un problème latent mais palpable. Ils ont face à eux une jeune femme dont la dignité repose non sur la grâce des producteurs ou un contrat avec une compagnie cinématographique, mais sur ses origines, sa sécurité sociale et son éducation intellectuelle. Pour Baxter, devenir actrice n'a jamais été une tentative de fuir une réalité morne ou le moyen le plus rapide de monétiser son apparence. C'est un choix conscient de métier, fait dans un environnement où le travail acharné est valorisé. Un moment clé de sa biographie est sa visite à une production de Broadway avec Catherine Cornell, alors qu'elle n'a que 10 ans. Contrairement à beaucoup de ses pairs rêvant de projecteurs et d'autographes, elle aborde la question avec la méthodicité plus typique du bureau de dessin de son grand-père célèbre.
Elle commence à étudier l'art dramatique comme une discipline rigoureuse. Sa famille, consciente de la gravité de ses intentions, ne l'entrave pas mais fixe la barre. Si elle choisit la scène, elle doit obtenir la meilleure éducation et traiter cela comme une profession, pas comme un passe-temps. À 13 ans, alors que les futures starlets hollywoodiennes apprennent généralement à poser pour les photos et à attirer l'attention des agents, Baxter intègre l'école de théâtre de Maria Ouspenskaya. Ouspenskaya, ancienne actrice du théâtre d'art de Moscou et élève directe de Konstantin Stanislavski, enseigne à New York une approche rigide et analytique du jeu d'acteur. Dans ces classes, on exige non pas de l'attrait extérieur ou du charme intuitif, mais une véracité psychologique stricte, la capacité à analyser les motivations des personnages, à travailler avec la mémoire affective et à construire un conflit intérieur. Baxter absorbe un système qui considère l'acteur comme un chercheur de la nature humaine, disséquant texte et émotions. Cette expérience précoce forge en elle une éthique professionnelle, radicalement différente des standards hollywoodiens de l'époque, où le principal talent est souvent de savoir capter la lumière des projecteurs. Les résultats de cette formation académique se manifestent rapidement. Baxter fait ses débuts à Broadway à seulement 13 ans, dans la pièce Seen but not heard. La scène théâtrale new-yorkaise, à la différence des studios de Los Angeles, est bien plus exigeante en technique et pardonne moins l'absence de base professionnelle. Jouant sur scène, elle s'habitue dès son jeune âge à l'autonomie créative. Au théâtre, après que le rideau se lève, l'acteur est seul face au matériel et au public, sans possibilité de refaire une prise, d'arrêter le tournage ou de remanier le rôle en salle de montage. Cet environnement l'habitue à prendre l'entière responsabilité de chaque seconde passée dans la peau d'un personnage, sans compter sur le réalisateur du montage ou l'opérateur. Le privilège d'Anne Baxter ne réside pas seulement dans l'argent ou les relations célèbres. Son privilège fondamental est le droit à la sérieux. Elle peut se permettre de considérer le jeu d'acteur comme un travail analytique rigoureux, et non comme le seul outil de survie sociale. Elle dispose d'un filet de sécurité qui lui confère une indépendance psychologique. Elle ne craint pas le refus des directeurs de casting, comme le font les jeunes femmes pour qui l'échec signifie un retour derrière le comptoir d'un magasin ou dans l'anonymat provincial. Cette stabilité intérieure, combinée à une formation théâtrale rigoureuse, crée autour de la jeune actrice une aura de poids, de professionnalisme et de maturité précoce. À Hollywood, cette maturité atypique est remarquée presque immédiatement, mais on ne sait pas du tout comment l'exploiter. Un épisode révélateur survient en 1939, lorsque Baxter, âgée de 16 ans, auditionne pour le rôle principal dans le film Rebecca d'Alfred Hitchcock. Le rôle de la seconde Mrs. de Winter, une jeune femme timide et peu sûre d'elle, écrasée par l'ombre de la première épouse de son mari, exige une vulnérabilité maximale et une tension nerveuse constante. Le réalisateur juge finalement Baxter trop jeune pour un tel matériel complexe, et le rôle revient à Joan Fontaine. Cependant, le simple fait qu'une adolescente soit sérieusement envisagée pour un rôle psychologiquement éprouvant dans un thriller basé sur le roman de Daphné du Maurier en dit long. Sa présence à l'écran et sa texture transmettent non pas une naïveté adolescente, mais une profondeur cachée et une préparation à un drame adulte et lourd. Et c'est précisément ici que surgit la première dissonance fondamentale dans la trajectoire professionnelle d'Anne Baxter. Elle est préparée à jouer des rôles complexes et profonds, nécessitant une immersion psychologique à plusieurs niveaux. Elle dispose d'outils analytiques pour travailler avec la tragédie, les ruptures sociales et les luttes intérieures. Mais l'industrie dans laquelle elle entre fonctionne selon des lois strictes de typification et de simplification. La production cinématographique des années 30 et 40 a besoin de rôles clairement marqués, facilement identifiables. La femme fatale, l'épouse dévouée, l'amie excentrique, l'ingénue naïve. Le système n'est pas conçu pour des adolescentes avec la technique d'une actrice du théâtre d'art de Moscou. En 1940, Baxter déménage sur la côte ouest et signe un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox. Pour la majorité des jeunes actrices, ce document juridique serait l'incarnation de leur objectif de vie principal, le sommet absolu de leurs ambitions et la garantie de leur succès. Pour Baxter, la signature du contrat marque le début d'une déformation professionnelle prolongée. Elle entre dans le système hollywoodien avec un ensemble de compétences prêtes à l'emploi, une discipline théâtrale
et une compréhension profonde de la construction de personnages humains complexes. Mais le tapis roulant des studios 20th Century Fox n'est absolument pas intéressé par son bagage intellectuel. L'industrie obtient une actrice avec un potentiel dramatique puissant, mais le premier et principal instinct de ce système est de niveler ce poids, d'adoucir les angles et de conditionner sa complexité intérieure en une forme aussi compréhensible, typique et visuellement confortable que possible. Acte 2. Le tapis roulant des studios et la quête de forme. En 1940, à 17 ans, Anne Baxter fait ses débuts à l'écran dans le western La Caravane des 20 mulets. Le film est tourné dans les studios de la Metro-Goldwyn-Mayer, mais bientôt l'actrice passe définitivement sous la coupe de sa principale compagnie, la 20th Century Fox. Les premiers mois de travail ressemblent à la procédure typique de standardisation d'un nouveau visage dans l'industrie. Les spécialistes des studios testent l'optique, vérifient comment la caméra réagit à ses pommettes sous différents angles d'éclairage, et évaluent comment sa voix s'intègre dans le paysage sonore des dialogues. Pour la corporation, elle n'est pas l'héritière d'une dynastie architecturale avec une école théâtrale derrière elle, mais simplement une ressource visuelle de plus à bien emballer et mettre sur le marché. Le mécanisme de production hollywoodien classique, sous la direction de Daryl F. Zanuck, fonctionne comme un tapis roulant typologique strict. L'industrie repose sur des rôles compréhensibles, faciles à vendre. Avec ses traits doux, ses joues rondes et son allure de fille saine d'Amérique, Baxter est automatiquement classée dans la catégorie « la fille d'à côté ». Les départements de maquillage et de costume commencent un travail méthodique de simplification visuelle de son image. On lui choisit une garde-robe aux silhouettes volontairement modestes et on éclaire de manière à maximiser l'effet d'une innocence adolescente. Cette enveloppe extérieure doit entièrement masquer la dureté analytique et le poids professionnel inculqué par les enseignants du système Stanislavski. Le conflit entre la méthode intérieure de l'actrice et le matériel proposé se manifeste immédiatement. Baxter se voit confier des rôles de filles dévouées, de petites sœurs ou d'amoureuses fidèles. Des personnages dont la seule fonction dramatique est de créer un fond confortable pour le héros principal. Pourtant, l'actrice elle-même tente d'appliquer une analyse structurelle sérieuse à ces textes plats. Elle cherche des motivations cachées dans les scénarios, construit une histoire de fond et essaie de jouer un conflit intérieur complexe, là où les réalisateurs lui demandent simplement de sourire au bon moment et de bien prononcer sa réplique. Cette concentration excessive conduit parfois à une dissonance de genre. Dans les scènes de la vie quotidienne, sa présence semble trop tendue. Une sortie temporaire de cette impasse studio survient en 1942. Le réalisateur Orson Welles loue l'actrice à la 20th Century Fox pour travailler sur le film La splendeur des Amberson. Contrairement au producteur de son studio d'origine, Welles a besoin de Baxter précisément pour sa gravité intérieure atypique. Le rôle de Lucy Morgan ne lui demande pas de feindre l'insouciance. Au contraire, le personnage repose sur la démonstration d'une profonde déception et d'une tension émotionnelle cachée derrière une façade de convivialité mondaine. Pour la première fois à l'écran, Baxter est autorisé à utiliser sa capacité à transmettre un état psychologique complexe sans mots superflus. Welles intègre son approche analytique dans la trame du film, montrant comment derrière une fragilité apparente peut se cacher une volonté inflexible. Cependant, le succès critique ne change pas sa position dans son studio d'origine. Retourner sur le territoire de la 20th Century Fox signifie revenir aux règles du tapis roulant. La direction note la presse positive, mais pour la compagnie, l'actrice reste avant tout un atout répondant à certains besoins de production. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'emploi du temps de Baxter se remplit de drames patriotiques et de films pour soutenir le moral des soldats, comme L'Étoile du Nord ou Plongée au fond. Dans ces projets, son individualité est à nouveau subordonnée à la demande institutionnelle. Elle doit incarner cette norme américaine impeccable que les héros principaux partent défendre au front. Cette suppression systématique de son potentiel d'actrice a un effet cumulatif. Les tentatives du système de maintenir Baxter dans un rôle unidimensionnel font que son jeu commence à dégager une étrange froideur. Plus on la force visuellement dans l'image de l'ingénue parfaite, plus son regard devient distant. Le spectateur perçoit inconsciemment cette distance entre la forme et le contenu. L'industrie, dont le but principal est de capitaliser sur l'attention du public,
ne peut pas ignorer longtemps cette ressource. La guerre touche à sa fin, et le climat social commence à changer. La demande d'innocence absolue et de simplicité morale cède progressivement la place à un intérêt pour des figures complexes et traumatisées. Les analystes des studios comprennent que la tension que Baxter cache derrière son sourire peut être vendue au public. Il ne reste à l'industrie qu'à trouver un scénario qui légitimerait sa fracture et transformerait son poids intérieur d'un problème caché en un élément central d'un spectacle esthétique. Acte 3. La légalisation de la fracture. En 1946, le studio 20e siècle Fox lance l'adaptation du roman de Somerset Maugham, Le fil du rasoir. Ce projet est conçu comme une grande première d'après-guerre, nécessitant des stars de premier plan et un casting méticuleusement choisi. Pour le rôle de Sophie MacDonald, une femme subissant un effondrement psychologique total après la mort soudaine de son mari et de son enfant, les meilleures actrices dramatiques de l'industrie sont auditionnées. Daryl F. Zanuck, le directeur inamovible du studio, refuse initialement d'envisager Anne Baxter. Dans le système corporatif, elle est encore perçue comme un élément fiable et prévisible pour des récits familiaux, incarnant la fille bien sous tout rapport, incapable de transmettre un effondrement personnel lourd. Mais Baxter insiste pour passer des essais supplémentaires. Elle sait que ce rôle est sa seule chance de briser la typologie imposée et montre à la caméra cette gravité intérieure que le studio a tenté de masquer pendant des années. En obtenant le rôle, Baxter utilise tout l'arsenal analytique acquis à l'école de théâtre de Maria Ouspenskaya. L'objectif est de montrer une transition radicale, de la vie bourgeoise protégée à la dépendance chimique profonde et à la marginalisation dans les bas-fonds parisiens. L'actrice abandonne toute intuition et les clichés mélodramatiques de l'époque, comme le tordage de main, les crises forcées ou les larmes théâtrales. À la place, elle construit la physiologie du traumatisme avec une précision clinique effrayante. Baxter modifie la plastique de son corps, rendant ses mouvements lourds et désordonnés, travaille sur le rythme de sa parole et obtient un regard éteint et flou. Dans la scène clé de l'hôpital, où son personnage réalise l'irréversibilité de la perte, Baxter joue le choc par un engourdissement total, refusant à la caméra la décharge émotionnelle attendue. Cette approche objectivement marquée, presque documentaire, de la démonstration de la douleur humaine entre en résonance avec le climat social changeant. En 1946, le public américain, tout juste sorti de la Seconde Guerre mondiale, ne peut plus se contenter des anciens standards d'évasion cinématographique. Les formules d'avant-guerre, où les conflits se résolvent facilement et où la souffrance est une belle convention, semblent déplacées face au retour des soldats et à la prise de conscience des pertes réelles. La société a accumulé un volume colossal de traumatismes collectifs inexprimés et a besoin de voir ce traumatisme légitimé à l'écran. Baxter offre au spectateur un portrait authentique d'une personne dont la réalité habituelle est détruite et dont tous les soutiens intérieurs sont irrémédiablement perdus. Le public reconnaît dans cet effondrement sa propre angoisse cachée. Mais c'est à ce stade que le principal mécanisme de défense du système hollywoodien classique entre en jeu. L'industrie est prête à montrer la brisure, mais seulement si elle reste visuellement acceptable et esthétiquement confortable. La tragédie du personnage de Baxter est soigneusement emballée dans une production à gros budget avec un contrôle impeccable de la qualité de l'image. La caméra capte la chute sociale de Sophie MacDonald à travers une lumière de studio soigneusement calibrée, cachant la véritable laideur de la destruction. Les intérieurs des lieux parisiens sordides sont cinématographiquement attrayants, et les costumes de l'actrice, même censés illustrer une extrême pauvreté et misère, conservent une élégance de silhouette. Baxter joue un véritable effondrement psychologique sale, mais la machine de studio remonte cet effondrement en un spectacle raffiné et sûr. Un paradoxe surgit. Plus l'actrice travaille honnêtement et durement à l'intérieur du cadre, plus la forme du film résiste à ce réalisme, transformant la douleur en élément de design prestigieux. Néanmoins, la densité professionnelle du jeu de Baxter perce ce filtre glamour. Son travail est si contrasté par rapport au reste de l'ensemble d'acteurs que la critique est forcée de reconnaître l'apparition à l'écran d'un tout autre niveau de véracité dramatique. Son interprétation est qualifiée de terrifiante dans sa conviction, notant qu'elle a apporté à la mélodrame hollywoodienne des éléments de naturalisme européen brut.
En 1947, pour son travail dans Le fil du rasoir, Anne Baxter reçoit le prix de l'Académie américaine du cinéma dans la catégorie Meilleur second rôle féminin. Cette récompense marque une rupture dans sa carrière. La statuette dorée fonctionne non seulement comme une reconnaissance professionnelle, mais comme un acte de légalisation institutionnelle officielle de sa méthode. Hollywood reconnaît au plus haut niveau que l'approche analytique, dépourvue de charme facile, a droit à l'existence. De plus, l'industrie voit que cette complexité peut apporter des dividendes directs sous forme de prestige, de récompenses et de recettes élevées. L'Oscar change instantanément le statut de l'actrice de 23 ans dans la hiérarchie corporative. Sa lourdeur intérieure, autrefois considérée comme un problème de production, devient un atout précieux. Cependant, cette brillante victoire forme simultanément un nouveau piège structurel. En obtenant la plus haute reconnaissance pour le rôle d'une femme ayant subi une défaite écrasante face à la cruauté du monde, Baxter se retrouve enfermée dans des cadres différents, mais tout aussi rigides. Le système a appris la leçon. Cette actrice peut et doit être confiée à un matériel psychologique complexe, mais à une condition. Son héroïne doit souffrir, se briser et jouer le rôle de victime des circonstances. L'industrie accepte volontiers la profondeur féminine lorsqu'elle sert d'illustration à une catastrophe sociale ou morale fatale. Dans le paradigme du cinéma d'après-guerre, la souffrance légitime la complexité féminine, la rendant sûre pour l'ordre social traditionnel. Être forte et multidimensionnelle est autorisé, si cette force est exclusivement dirigée vers la lutte contre un chagrin insurmontable ou l'autodestruction. Baxter a prouvé à l'industrie son droit à la gravité, mais c'était un droit à la gravité dans un espace strictement délimité de fractures. Le rôle de victime, même joué avec une précision oscarisée, reste essentiellement une position passive. L'héroïne du fil du rasoir réagit aux coups du destin, mais ne les initie pas. Le propre calibre professionnel de l'actrice, ses ambitions et sa discipline exigent de dépasser l'existence réactive à l'écran. La véritable épreuve des limites de la tolérance hollywoodienne, à l'intellect et à la volonté féminin est encore à venir. Ce compromis tacite entre une actrice désireuse de jouer la vérité et un studio désireux de vendre une belle tragédie doit tôt ou tard se fissurer. L'industrie devra faire face à ce qui se passera lorsque cette même précision analytique, cette intensité froide et cette force cachée de Baxter seront dirigées non pas vers la démonstration de la faiblesse et de l'effondrement, mais vers la conquête méthodique et consciente de l'espace d'autrui. Acte 4. Anatomie de l'ambition. En 1950, le film All About Eve de Joseph L. Mankiewicz sort sur les écrans. Le public découvre le personnage principal, Eve Harrington, incarnée par Anne Baxter, dans l'ombre d'une ruelle près de l'entrée de service d'un théâtre. Elle se tient sous la pluie, dans un imperméable simple, les épaules affaissées, l'incarnation parfaite de la dévotion et de la vulnérabilité. Pour le studio 20e siècle Fox, ce code visuel était un standard bien rodé. C'est ainsi qu'ils avaient emballé Baxter pendant des années dans le rôle de la fille d'à côté, modeste. Mais Mankiewicz utilise ce bagage d'innocence accumulé par le studio avec un objectif structurel totalement différent. Pour la première fois, la texture douce de l'actrice n'est plus un signe de simplicité d'âme, mais un camouflage calculé. Les attentes du public, formées par ses rôles précédents, servent le réalisateur. Les spectateurs, comme les personnages du film, croient d'emblée à la sincérité de cette figure silencieuse. Le scénario propose à l'actrice une tâche de production fondamentalement nouvelle. Jusqu'à ce moment, le système hollywoodien permettait à une femme de transmettre une complexité intérieure uniquement si elle était brisée par des circonstances extérieures, un mécanisme déjà légalisé dans Le fil du rasoir. Dans le film de Mankiewicz, l'héroïne construit elle-même ses circonstances. Eve Harrington s'infiltre dans le cercle intime de la star vieillissante de Broadway, Margot Channing, utilisant l'empathie des autres comme un outil pour pirater la hiérarchie sociale. Baxter doit jouer le processus complexe de création d'une illusion au sein même du film. Une actrice jouant méthodiquement devant les autres personnages le rôle d'une admiratrice modeste, avec une biographie fictive pleine de privations. La formation théâtrale de Baxter et son penchant pour l'analyse structurelle froide fonctionnent ici à la perfection. Elle construit le personnage d'Eve à travers des changements microscopiques de comportement, renonçant complètement aux gestes larges.
Elle abaisse intentionnellement le registre de sa voix, créant l'illusion d'une confidentialité constante. Sa gestuelle est dépourvue d'angle. Chaque mouvement d'Eve semble s'excuser, jusqu'à ce que la caméra capture un regard froid et évaluateur, adressé dans le dos de son interlocuteur. Dans son interprétation, la vulnérabilité fonctionne comme un mécanisme bien rodé pour conquérir du territoire. C'est un travail d'orfèvre sur la distance. L'héroïne laisse les gens s'approcher juste assez pour en tirer profit. Chaque manifestation de faiblesse à l'écran est strictement fonctionnelle. Elle ouvre de nouvelles portes à l'héroïne, lui assure des connexions utiles et lui permet finalement de prendre la place de sa protectrice. L'héroïne ne demande pas d'aide. Elle crée des conditions où l'aide lui est offerte volontairement. Le partenariat sur le plateau avec Bette Davis, qui joue Margot Channing, crée la tension nécessaire entre deux types polaires de présence féminine. Davis incarne une force ouverte, bruyante, presque théâtrale. Son héroïne domine par la pression directe et l'expression ouverte des émotions. Baxter, quant à elle, joue le silence qui remplit progressivement tout l'espace disponible. Son Eve ne hausse jamais la voix, jusqu'à ce qu'elle obtienne le statut désiré. Ce contraste souligne une pensée sociologique importante. Dans un système où le pouvoir féminin ouvert suscite souvent résistance et condamnation institutionnelle, la navigation discrète et silencieuse devient le moyen le plus fiable de survie et d'atteinte des objectifs professionnels. L'interaction de l'héroïne de Baxter avec le critique théâtral Addison DeWitt, joué par George Sanders, révèle la véritable nature de sa méthode. DeWitt devient le seul personnage capable de reconnaître en Eve son propre reflet, une personne dépourvue de sentimentalité. Leurs dialogues traduisent le conflit du plan de la rivalité féminine à celui d'un accord froid entre deux pragmatiques. Leur interaction à l'écran prive l'histoire de la tonalité moralisatrice habituelle. Le cinéma de studio punissait généralement l'ambition féminine par l'isolement. Ici, la fin propose une constatation froide. Le système obtient l'héroïne qu'il a lui-même engendrée. Le personnage d'Eve Harrington touche en plein cœur le nerf social de l'après-guerre. En 1950, la société américaine renvoie activement les femmes à des rôles domestiques traditionnels, les évinçant des emplois qu'elles occupaient pendant la guerre. Dans ce contexte, une héroïne qui utilise les signes traditionnels de la féminité, douceur, soumission et larmes, uniquement pour s'emparer de l'espace public et obtenir le pouvoir, apparaît comme une anomalie presque effrayante. Elle incarne une volonté féminine dépourvue d'illusions romantiques, calculatrice, inflexible et orientée vers sa propre progression. L'industrie voit en Eve une caricature fonctionnelle de ses propres mécanismes cachés, emballés dans une forme élégante, impeccable. La reconnaissance professionnelle de ce travail conduit à un épisode révélateur dans la biographie réelle d'Anne Baxter. L'Académie des arts et des sciences du cinéma envisage de la nommer pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, laissant la nomination principale à Bette Davis. Cependant, Baxter fait preuve de la même inflexibilité qu'elle vient de jouer à l'écran. Elle insiste officiellement sur le fait que la durée de son temps à l'écran et l'importance structurelle de son personnage nécessitent une nomination dans la catégorie « meilleure actrice ». Ce refus de se plier aux règles tacites de subordination crée des tensions au sein de la corporation, mais pour l'actrice, il est fondamental. Baxter refuse de capitaliser sur son rôle comme une heureuse coïncidence. Elle le positionne comme le résultat d'une stratégie professionnelle mathématiquement calculée. Le studio cède et les deux interprètes reçoivent des nominations dans la même catégorie, ce qui conduit finalement à une division des votes des académiciens. Le film reçoit 14 nominations, établissant un record historique, et le visage d'Anne Baxter se fond à jamais dans la conscience collective avec l'image d'une ambition professionnelle absolue. Le studio 20e siècle Fox, qui ne savait pas comment utiliser sa méthode analytique, commence maintenant à reproduire ce succès, proposant des scénarios où l'intelligence de l'héroïne recèle toujours une menace cachée. Elle devient une star de premier plan, mais cet ajustement parfait à ce personnage complexe et dualiste crée un nouveau précédent institutionnel. En jouant une femme qui construit virtuellement une façade parfaite pour atteindre le succès public, Baxter se retrouve dans une situation où l'on commence à exiger d'elle-même le maintien constant d'une image impeccable dans la réalité. Le succès de All About Eve fait d'elle une figure de portée mondiale, un objet d'observation continue de la part des attachés de presse des studios et des journalistes. L'industrie,
fasciné par l'anatomie des ambitions des autres à l'écran, attend désormais de sa star qu'elle corresponde parfaitement aux standards de la hiérarchie glamour au quotidien. L'espace public ne laisse plus de place à l'erreur ou à la faiblesse privée. L'actrice obtient l'autonomie souhaitée sur le plateau, mais la perd au-delà. Ce contrôle corporatif total sur la façade extérieure et les exigences d'une perfection visuelle absolue doivent inévitablement se heurter à la réalité derrière les portes closes, où Baxter tente de construire sa propre vie, bien différente du brillant cinématographique calculé. Acte 5. Pression institutionnelle sur la vie privée. En 1946, Anne Baxter épouse l'acteur John Hodiak. Leur rencontre a lieu sur le tournage de Dîner du dimanche pour un soldat. Dans le contexte de l'industrie cinématographique d'après-guerre, cette union devient instantanément un atout médiatique. Hodiak vient d'une famille ouvrière d'origine ukrainienne, tandis que Baxter est la petite-fille de l'architecte Frank Lloyd Wright, avec un solide bagage culturel. Les agents de presse de la 20th Century Fox exploitent ce contraste social pour créer un récit idéal sur la démocratie du rêve américain. Le mariage de ces deux étoiles montantes cesse d'être un accord privé et devient un projet corporatif, destiné à transmettre stabilité et bien-être social au public. Le contrôle de la vie privée des acteurs à l'ère des studios classiques fonctionne comme une machine bureaucratique bien huilée. L'industrie des années 50 pousse activement les femmes à revenir aux valeurs traditionnelles après la mobilisation de guerre, et les stars doivent incarner cet exemple conservateur. Autour de Baxter, on érige une façade impénétrable de vie domestique exemplaire. Les magazines publient régulièrement des séances photos mises en scène où l'intellectuel formé au théâtre pose en tablier impeccable dans sa cuisine. Quand leur fille Catherine naît en 1951, l'arrivée de l'enfant est orchestrée selon les règles du marketing industriel. La maternité de l'actrice est présentée non pas comme une expérience personnelle, mais comme une preuve de sa conformité aux attentes de l'époque. Une carrière réussie ne doit pas menacer le rôle traditionnel de l'épouse. Cependant, la dynamique réelle au sein de la famille entre inévitablement en conflit avec les exigences de perfection publique. Au début des années 50, la carrière de John Hodiak stagne, tandis que celle de Baxter atteint des sommets historiques après le triomphe de All About Eve. Dans la structure patriarcale d'Hollywood, un tel écart de statut entre époux, où la femme gagne plus et a plus d'influence, est perçu comme une anomalie sociale. La presse institutionnelle, formée à détecter et condamner l'excès de volonté féminine, commence à surveiller le couple de près. Pour protéger la dignité professionnelle de son mari et réduire la tension, Baxter doit calibrer son comportement public, minimisant ses propres succès dans les interviews et mettant l'accent sur les réussites de son époux. Cette pression constante transforme son quotidien en une seconde journée de travail en studio. Sur le plateau, les réalisateurs exigent d'elle une volonté froide et une dureté analytique pour les rôles dramatiques complexes. Mais en dehors, elle doit jouer la douceur et la soumission sans conflit. Les journalistes des chroniques mondaines deviennent des inspecteurs silencieux. Le moindre signe de fatigue ou d'indépendance est interprété comme un symptôme de crise familiale imminente. Pour une actrice habituée à la discipline théâtrale stricte et à l'honnêteté dans le travail, maintenir constamment une façade domestique artificielle devient épuisant. Sa vie privée est entièrement colonisée par les intérêts corporatifs, où chaque faux pas peut entraîner des coups réputationnels. En 1953, la tension atteint un point critique et le mariage se termine par un divorce. Pour la machine des studios, l'effondrement de cette union représente un problème de production à neutraliser rapidement. Le processus de divorce est organisé avec une discipline informationnelle rigide. L'industrie exige que même l'échec personnel soit esthétiquement maîtrisé. Les déclarations officielles à la presse sont formulées en termes neutres, et les audiences judiciaires ressemblent à des mises en scène pré-réglées sans émotion superflue. Hollywood permet à l'actrice de détruire sa famille, mais l'oblige à emballer ce processus dans un genre de mélancolie silencieuse et élégante, pour ne pas nuire à son statut de star rentable. Cette période de surveillance publique totale révèle une tendance dangereuse. Plus son jeu au cinéma est profond et réaliste, plus la presse cherche des parallèles entre ses personnages à l'écran et sa réalité personnelle. La véracité psychologique commence à jouer contre sa sécurité. Pour rétablir la distance et se protéger de l'attention microscopique des chroniqueurs mondains,
Baxter a besoin d'un changement radical de format professionnel. Au milieu des années 50, l'industrie lui offre cet échappatoire. La nouvelle étape devient le territoire du cinéma historique, monumental, où les budgets gigantesques et les décors grandioses excluent totalement la nécessité de nuances psychologiques douloureuses, ne requérant de l'actrice qu'un effet visuel pur et éblouissant. Acte 6. Épopée et perte de nuances. En 1954, le réalisateur Cecil Blount DeMille entame la longue préparation de son épopée biblique monumentale, Les 10 Commandements. Pour incarner la reine égyptienne Néfertari, un rôle exigeant une domination visuelle absolue à l'écran, Anne Baxter est choisie. Pour l'actrice, dont la reconnaissance professionnelle repose sur des œuvres intimistes et psychologiquement précises, ce projet prestigieux signifie une plongée dans une réalité de production totalement différente. Au milieu de la décennie, le système classique des studios commence à se désintégrer. Les contrats à long terme deviennent obsolètes, et Baxter fonctionne déjà comme une star indépendante. Cependant, cette liberté de choix coïncide avec un changement radical du format cinématographique. Chez DeMille, le processus de tournage repose sur l'utilisation du format VistaVision, de la pellicule Technicolor ultra saturée et de gigantesques décors en studio. Le réalisateur manie des foules de figurants par milliers et un budget dépassant 13 millions de dollars. Dans de telles conditions, l'espace pour une subtilité d'interprétation se réduit objectivement, cédant la place à la nécessité de capter l'attention du spectateur face à l'ampleur colossale de l'action. Le cinéma des années 50 traverse une transformation technique et générique systémique. L'industrie cinématographique américaine perd son traditionnel monopole en raison de la rapide diffusion de la télévision dans les foyers. Les productions historiques à grand écran deviennent l'outil principal pour retenir le public dans les salles, un spectacle que l'écran domestique ne peut reproduire. Ce mécanisme financier exige un renoncement total aux demi-teintes, aux nuances psychologiques et à l'ambivalence morale complexe, caractéristique du film noir d'après-guerre et du drame social. Le genre épique fonctionne selon les lois du spectacle pur et continu. Les personnages dans ces films ne sont pas des objets d'étude psychologiques, mais des porteurs de fonctions basiques et facilement lisibles. Le bien absolu, la loyauté aveugle ou le vice exotique. Des actrices principales, on n'attend plus une précision analytique. L'industrie demande la capacité de paraître majestueuse, de porter des costumes lourds et de prononcer des répliques pompeuses sans aucune distance ironique. Face aux matériaux des 10 commandements, Baxter tente d'appliquer ses outils d'analyse habituels, acquis à l'école théâtrale de Maria Ouspenskaya. Elle essaie de trouver dans le scénario des motivations cachées de Néfertari, de construire un conflit interne complexe entre les ambitions étatiques de la reine et sa vulnérabilité personnelle. Cependant, la méthode autoritaire de DeMille exclut catégoriquement une telle profondeur. La caméra dans ces films ne capture pas la micromimique, les tics nerveux ou les poses cachées. Elle filme le plan général de la splendeur impériale. Le département des costumes dirigé par Edith Head dicte physiquement à l'actrice sa manière d'exister à l'écran. Les tissus épais, les ornements métalliques massifs et les coiffures architecturales complexes forcent Baxter à se mouvoir avec une lenteur accentuée, transformant sa gestuelle en une série de poses statiques calculées. Son corps et son visage deviennent, en essence, des éléments supplémentaires des décors coûteux. Une situation paradoxale émerge. L'actrice réalise la monumentalité propre à l'œuvre de son célèbre grand-père, Frank Lloyd Wright, mais dans une version hollywoodienne purement décorative, dépourvue de vérité structurelle authentique. Dans le personnage de Néfertari, l'industrie trouve le moyen idéal de neutraliser définitivement le danger latent que Baxter transmettait dans ses œuvres précédentes. L'intelligence froide et la détermination inflexible de ces héroïnes passées effrayaient le public par leur réalisme, car elles évoluaient dans un champ social contemporain reconnaissable. Dans les décors historiques de l'Égypte ancienne, le pouvoir féminin, l'agression et la ruse perdent leur acuité sociale, se transformant en attributs théâtraux inoffensifs. La machine des studios reconditionne brillamment la gravité intellectuelle de l'actrice en un glamour exotique. Son héroïne séduit, tisse des intrigues de palais et donne des ordres cruels. Mais tout cela se déroule dans l'espace artificiel du mythe. Le spectateur peut savourer le spectacle d'une volonté étrangère et d'une passion destructrice,
sans ressentir de malaise face à une autonomie féminine réelle, qui dans les années 50 conservatrices, était perçue comme une menace pour l'ordre social. Ce remplacement du contenu par la forme devient une tendance déterminante pour la trajectoire professionnelle de Baxter dans la seconde moitié de la décennie. Le succès colossal au box-office des 10 commandements lui confère le statut de star de premier plan, capable de porter sur ses épaules de grandes productions de studio. Mais en même temps, ce triomphe la coupe du matériel complexe, expérimental ou psychologiquement ambigu. L'industrie continue d'exploiter son nom, lui proposant des rôles où l'on attend d'elle un effet purement visuel. Participer à de tels projets devient rapidement une routine bien rémunérée, prestigieuse, mais totalement dépourvue de défis professionnels. L'actrice, habituée depuis sa jeunesse à disséquer la nature humaine et à travailler avec des traumatismes profonds, se retrouve contrainte de reproduire sans cesse des masques unidimensionnels, dans des films où la principale valeur artistique et le principal argument pour la presse sont le budget dépensé pour la production. Le statut public d'Anne Baxter atteint à cette période une phase de cristallisation absolue et impénétrable. Les couvertures de magazines, les contrats publicitaires et les chroniques des tapis rouges fixent l'image d'une diva hollywoodienne impeccable, sans doute. Elle atteint le sommet absolu de la hiérarchie industrielle, obtenant tout ce que le système des studios peut offrir. Des recettes records au box-office, des nominations prestigieuses, une influence sur le plateau et une reconnaissance mondiale. Cependant, ce succès monumental fonctionne comme un mur sourd et hermétique. Le Hollywood corporatif ne voit plus en elle une exploratrice des âmes humaines. Elle devient définitivement une marque, garantissant un certain niveau de splendeur visuelle. Le fossé entre sa méthode d'actrice réelle, orientée vers la recherche d'une vérité complexe, et les exigences de l'industrie, axée uniquement sur la vente d'illusions grandioses et coûteuses, devient un obstacle insurmontable pour son développement futur. La prise de conscience de cette impasse créative ne conduit pas Baxter à des scandales publics, des crises de nerfs ou des tentatives de renverser la machine des studios de l'intérieur par des conflits avec les producteurs. À la fin des années 50, elle analyse sobrement la situation et comprend que Hollywood est physiquement incapable de lui offrir un espace pour une indépendance créative. L'architecture même de la production cinématographique américaine de l'époque exclut l'autonomie pour les femmes de son statut, exigeant une confirmation constante de leur loyauté par la participation à des projets prévisibles. Au sommet de sa popularité, elle est confrontée à un choix cruel, continuer à servir le glamour monumental, s'épuisant progressivement et perdant le lien avec sa profession, ou rompre radicalement avec l'institution elle-même. La résolution de ce dilemme nécessite un geste sans précédent que le système ne peut absolument pas prévoir. Baxter se prépare à un refus total des règles du jeu proposées, ce qui implique non seulement de changer de studio ou d'agent, mais de déplacer sa vie sur le territoire d'un autre continent. Acte 7. Rupture géographique. En 1960, Anne Baxter se marie pour la deuxième fois. Son époux, Randolph Galt, est un éleveur américain possédant un immense ranch, Giro Station, dans une région peu peuplée de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Peu après le mariage, l'actrice, dont le visage ornait encore récemment les écrans géants des projets monumentaux de Cecil B. 2000, fait ses valises et rejoint son mari sur un autre continent. Le domaine s'étend sur plus de 37 000 acres de terre sauvage. Pour la presse hollywoodienne, ce déménagement ressemble à une extravagance d'une diva fatiguée, un caprice passager ou une tentative d'attirer l'attention de manière originale. Pourtant, dans le contexte de sa carrière, ce départ n'est pas un coup médiatique, mais un outil radical de séparation. La géographie physique devient le moyen principal de rompre les liens institutionnels avec l'industrie cinématographique. Dans le Hollywood classique et post-classique, le contrôle des acteurs s'exerce par leur visibilité constante. Studios, agents et presse spécialisés exigent une présence continue aux premières, dîners mondains et pages de magazines. Los Angeles fonctionne comme un écosystème fermé où le statut de star dépend d'une validation sociale quotidienne. La presse hollywoodienne perçoit les actrices de premier plan comme un bien public, dont les crises privées doivent être livrées au marché avec la régularité des journaux du matin. Se déplacer dans le bush australien, à des milliers de kilomètres de la Californie,
rend Baxter physiquement inaccessible à ce système de coordonnées. Les communications téléphoniques sont instables, les vols prennent des jours, et les visites impromptues de journalistes sont totalement exclues. Elles privent la machine corporative de son principal levier de pression, la possibilité d'observer son quotidien. Les conditions de vie au ranch australien contrastent radicalement avec le confort calibré de la Californie. Au début, la ferme manque des commodités de base. Pas d'électricité stable, pas d'eau courante, pas de routes asphaltées. La vie quotidienne exige un travail physique ardu. Au lieu de costumes des meilleurs designers de studio, des vêtements de travail pratiques. Au lieu de dialogues scénarisés, des conversations pragmatiques sur la météo, la logistique et la survie du bétail. Pour une femme élevée dans une banlieue respectable de New York et entourée dès l'adolescence par une armée d'assistants de studio, cette immersion dans une réalité matérielle rude devient une forme de remise à zéro structurelle. Ici, pas besoin de maintenir l'angle parfait de la lumière sur le visage ou de contrôler le timbre de la voix. L'isolement australien exige une endurance qui ne présuppose aucun spectateur. Dans cet espace, Baxter retrouve pour la première fois depuis des années la possibilité de gérer sa vie privée sans se soucier du retentissement public. Lors de son premier mariage, chaque acte dans la maison était évalué à travers le prisme de l'utilité corporative. La naissance de son premier enfant devenait immédiatement matière à des séances photo glamour, célébrant le triomphe des valeurs traditionnelles. En Australie, où Baxter et Galt ont 2 autres filles, la maternité et la dynamique familiale restent un processus interne, personnel. Aucun studio ne peut envoyer un photographe attitré pour capturer son quotidien sur fond de paysages exotiques à des fins publicitaires. Elle rétablit les frontières de son espace privé, le rendant logistiquement impénétrable pour l'industrie des rêves. Le choix d'une telle isolation sévère a aussi une motivation psychologique profonde, directement liée à son parcours professionnel. Petite fille de l'architecte moderniste Frank Lloyd Wright, habituée dès l'enfance à apprécier la fonctionnalité et l'authenticité des structures, Baxter a été contrainte pendant des années de jouer une belle illusion. Hollywood exigeait d'elle une démonstration de fragilité, mais cette fragilité était toujours soigneusement décorée, stérilisée et transformée en divertissement sûr pour les masses. Le système n'approuvait la complexité que lorsqu'elle rapportait des recettes. La vie au ranch, au contraire, offrait une honnêteté matérielle absolue. Les difficultés ici n'étaient pas écrites dans un scénario, la saleté n'était pas appliquée par un décorateur, et la fatigue ne nécessitait pas de prises multiples. Cette texture brute de la réalité lui permet de se débarrasser de la façade glamour imposée. La fatigue de gérer la ferme lui appartient, contrairement à la tension épuisante de la vie publique qu'elle partageait toujours avec les attachés de presse. Un autre niveau de sens de cette rupture géographique réside dans la manière dont elle reformate sa perception de son propre statut social. Dans l'industrie cinématographique américaine, son nom ouvrait toutes les portes, mais ce privilège faisait d'elle l'otage d'attentes constantes. En Nouvelle-Galles du Sud, le statut de lauréate des plus hautes distinctions cinématographiques n'a aucune valeur pratique. La communauté locale des éleveurs évalue les gens uniquement sur leur capacité à gérer la sécheresse, réparer les générateurs et administrer le domaine. Baxter doit reconstruire son autorité dans un système de coordonnées où son passé hollywoodien est plus un détail suspect qu'un véritable avantage. Ce processus d'adaptation sociale sans filet médiatique devient pour elle l'acte final de libération de l'identité imposée. Elle prouve à elle-même qu'elle est capable de construire une vie fonctionnelle à partir de rien, en s'appuyant uniquement sur sa volonté. Pendant plusieurs années, Baxter vit au rythme dicté par les saisons et les besoins de l'immense domaine. La distance lui permet de démonter le faux mythe d'elle-même et de purifier sa perception de la réalité du contrôle industriel. Cependant, l'immersion totale dans l'isolement rural cache un revers. Le territoire du ranch la protège efficacement d'Hollywood, mais il la coupe aussi complètement de ce travail analytique, intellectuel, pour lequel elle a été préparée par une école théâtrale rigoureuse. Pour Baxter, la profession d'actrice n'a jamais été une question de statut. C'était une méthode d'exploration de la nature humaine, un processus cognitif complexe de décryptage des destins d'autrui. Dans l'isolement australien, cet outil puissant reste inutilisé. L'expérience de l'isolement physique a rempli avec succès sa fonction thérapeutique et protectrice. Baxter s'est convaincu que sa force intérieure est réelle et ne dépend pas des objectifs des caméras.
Mais à mesure que le défi initial se transforme en routine monotone, un nouveau conflit structurel émerge. Le bagage de vie accumulé, libéré de la censure corporative, exige une sortie. La question n'est plus de savoir comment se cacher de l'industrie, mais comment intégrer l'autonomie acquise de retour dans la profession. Elle doit trouver un moyen de revenir dans l'espace public, mais cette fois, non pas en tant que propriété commode du système des studios, mais en tant que dictatrice à part entière de ses propres conditions. Acte 8. Retour selon ses propres conditions. En 1969, l'aventure australienne d'Anne Baxter prend fin. Son mariage avec Randolph Galt se brise et l'actrice retourne aux États-Unis. 2 ans plus tard, en 1971, une substitution de casting unique se produit à Broadway, une ironie industrielle parfaitement orchestrée. Baxter rejoint la distribution du succès musical Applause, l'adaptation scénique de son triomphe hollywoodien, le film All About Eve. Mais cette fois, elle monte sur scène non pas en ingénue froide et calculatrice, Eve Harrington. Elle incarne le rôle central de Margot Channing, une diva théâtrale vieillissante et névrosée, dont la place est méthodiquement usurpée par une jeune rivale. Pour le marché théâtral commercial, ce choix est un coup de marketing brillant. Les spectateurs achètent des billets pour voir la femme qui, 2 décennies plus tôt, incarnait à l'écran la jeunesse prédatrice, jouait maintenant le rôle de sa victime. Mais pour Baxter, ce retour fonctionne selon des lois structurelles bien plus complexes. Elle utilise son bagage hollywoodien non pas comme un fardeau du passé, mais comme un matériau malléable, entièrement sous son contrôle. Le rôle de Margot lui permet d'examiner ouvertement, depuis la scène, la phobie majeure du cinéma classique, le vieillissement féminin, la perte de la perfection extérieure et la peur de l'éviction professionnelle inévitable. Son expérience d'isolement prolongé dans le bush australien lui a donné la distance psychologique nécessaire pour ce travail. L'héroïne du musical vit dans une panique permanente face à la perte de statut. Baxter joue cette fracture, mais elle en est structurellement libre. La vie rude à la ferme lui a déjà prouvé que perdre les privilèges hollywoodiens ne mène pas à la destruction personnelle. Sur scène, ce n'est pas une star déclinante et brisée, cherchant désespérément l'approbation qui se présente, mais une chercheuse froide. L'âge et l'expérience de vie accumulée se transforment d'un facteur de risque en un outil de travail. Elle peut se permettre de rendre son personnage acerbe, désagréable et véritablement vulnérable, sans se soucier de la censure corporative des studios. En parallèle de son retour sur scène, Baxter fait un autre pas crucial vers l'autonomie. Elle prend le contrôle de sa propre biographie. En 1976, elle publie un livre intitulé « Intermission », où elle décrit en détail ses années en Australie. Ce geste est fondamental. Pour la première fois, le récit de sa vie n'est pas façonné par les attachés de presse des studios, ni par les chroniqueurs mondains des magazines. Dans son livre, l'actrice déconstruit méthodiquement le mythe de la diva glamour, décrivant le dur labeur physique, l'inconfort domestique et le véritable coût du retrait de la vie publique. Elle devient l'auteur de son image publique, privant la presse de son monopole sur l'interprétation de ses actions. Au début des années 80, le paysage de l'industrie du divertissement américaine a complètement changé. Le système classique des studios a disparu, cédant la place au réseau de télévision. Baxter s'intègre naturellement dans ce nouvel espace, acceptant des rôles dans des séries télévisées et des films en prime time. Un moment significatif est son travail dans la série populaire Hotel, où elle remplace Bette Davis, son ancienne partenaire du film All About Eve, tombée malade. À la télévision, Baxter occupe la niche des matriarches influentes, des aristocrates et des femmes au poids social indiscutable. Le format télévisuel ne lui demande pas de jouer une souffrance joliment emballée. Ici, sa dureté intellectuelle et sa voix autoritaire sont perçues non comme une anomalie dangereuse, mais comme un attribut naturel de son statut et de son âge. Cette décennie symbolise une boucle bouclée. L'industrie ne peut plus lui dicter les règles de la soumission visuelle, et l'âge l'a libéré de la nécessité de servir des rôles romantiques ou tragiques. Baxter travaille beaucoup, de manière stable et exclusivement selon ses propres conditions, savourant sa profession sans le joug corporatif. Elle construit une vie stable et autonome, prouvant que l'intelligence d'une actrice peut survivre à la chaîne de production des studios, à l'échelle épique et même à l'oubli total sur un autre continent.
Mais lorsque son activité professionnelle active devient progressivement une histoire achevée, une nouvelle question structurelle émerge. La machine de divertissement, ayant survécu à ses propres créateurs, doit décider comment archiver ce parcours inconfortable et atypique dans ses annales officielles. Acte 9. Mémoire de l'industrie. Le 12 décembre 1985, A.N.N. Baxter aile un taxi sur Madison Avenue à New York. En route, une rupture d'anévrisme cérébral la frappe. 8 jours plus tard, elle s'éteint. La réaction de la presse américaine à sa disparition soudaine montre à quel point la mémoire historique de l'industrie du divertissement fonctionne sans faille. Les nécrologies des grands journaux arborent des titres prévisibles, liant immédiatement le nom de Baxter au film All About Eve et The Ten Commandments. Les journalistes parlent du départ de la dernière génération de stars de l'âge d'or, se remémorent l'élégance de ses tenues, énumèrent ses nominations aux Oscars et citent les répliques célèbres de ses personnages. En un instant, son parcours professionnel complexe et de longue haleine, incluant une discipline théâtrale rigoureuse, un conflit avec le contrôle corporatif et une isolation volontaire dans un ranch australien, est réduit à quelques paragraphes lisses. L'institution l'archive ainsi, comme il lui est le plus commode, sous la forme d'un mythe beau, sûr et compréhensible d'une grande diva hollywoodienne. Le processus de mythologisation d'Hollywood classique repose toujours sur la simplification. La culture de consommation de masse a besoin d'archétypes faciles à lire, pas de biographies contradictoires. Ainsi, dans la mémoire collective de l'industrie, A.N.N. Baxter s'impose avant tout comme un visage d'ambition. L'image d'Eve Harrington est si puissante visuellement et conceptuellement qu'elle finit par se détacher de l'actrice elle-même pour fonctionner comme un cliché culturel autonome. Mais dans ce processus de reproduction, le sens sociologique initial de son travail est perdu. La pop culture retient le duel spectaculaire de deux femmes sous les projecteurs, en faisant un divertissement captivant. L'industrie préfère oublier que Baxter ne jouait pas une méchante caricaturale, mais un mécanisme de survie dans un système qui ne laissait aux femmes d'autres voies légales pour progresser que la manipulation cachée. Ce qui était un diagnostic froid de la hiérarchie patriarcale est rétrospectivement devenu juste une image iconique d'une jolie fille en manteau à l'entrée de service. Cette rupture entre ce que l'actrice mettait dans ses rôles et la façon dont l'industrie les vendait reste le leitmotiv principal de son empreinte historique. Le système des studios des années 40 et 50 avait besoin de complexité féminine, mais craignait sa nature imprévisible. Les dirigeants comprenaient que le public d'après-guerre voulait voir à l'écran des fractures psychologiques, des traumatismes et des tensions internes. Mais ils acceptaient de diffuser cette réalité à une seule condition: elle devait rester esthétiquement impeccable. La souffrance devait paraître cinématographique et la force féminine devait avoir des limites claires, ne menaçant pas les fondements sociaux de base. Baxter fournissait à chaque fois cette profondeur, s'appuyant sur sa préparation analytique rigoureuse, mais le système emballait cette vérité dans des couches épaisses de glamour commercial. Son unicité dans le panthéon des stars de l'époque réside dans son refus de jouer le rôle de victime des circonstances, à l'écran comme en dehors. Le récit historique d'Hollywood aime les fins tragiques. La culture archive avec délectation les histoires d'actrices qui n'ont pas supporté la pression du tapis roulant des studios, se sont effondrées sous le poids de la publicité ou se sont détruites par des dépendances. Ces biographies servent de preuve dramatique mais sûre que l'industrie a un pouvoir absolu sur ses créations. Baxter a rompu ce contrat tacite. Elle n'a pas permis à la machine corporative de pousser son conflit interne jusqu'à la catastrophe réelle. Quand la pression du statut public et les exigences du cinéma monumental ont commencé à menacer son autonomie, elle n'a pas fait de crise publique ni s'est éteinte dans l'oubli. Elle a utilisé un outil radical de séparation spatiale, en déménageant sur un autre continent. Cet épisode australien, longtemps interprété par la presse comme un caprice excentrique de star, apparaît aujourd'hui sous un tout autre jour. C'était un acte de préservation de son identité par le refus de participer au spectacle. Le bagage intellectuel, ancré dans sa famille, et l'influence de son grand-père, l'architecte Frank Lloyd Wright, se sont pleinement manifestés ici. Wright enseignait que la structure d'un bâtiment devait être honnête et répondre à sa fonction, sans se cacher derrière de fausses façades. Baxter a appliqué ce principe architectural à sa propre vie.
Comprenant que la façade hollywoodienne exigeait d'elle un mensonge constant et un renoncement aux nuances professionnelles, elle l'a démonté. Son départ n'était pas une fuite de vaincu, mais une constatation froide que l'industrie ne pouvait plus lui offrir rien de structurellement important. Le retour de l'actrice sur la scène publique dans les années 70 et 80 a consolidé son statut de professionnelle indépendante. Travailler à la télévision et revenir à Broadway se faisait désormais en dehors de la dictature des grands studios, qui avaient alors perdu leur monopole sur la production de sens. Dans ces dernières années, elle fonctionnait dans la profession en tant que matriarche, une femme dont le droit à l'influence ne nécessitait plus de démonstration par la faiblesse. Elle a bouclé le cercle de sa carrière, prouvant que discipline et calcul lucide peuvent survivre à toute conjoncture. Sa présence à l'écran durant ces années transmettait une confiance absolue, celle de quelqu'un qui a étudié à fond les mécanismes de la fabrique des illusions et a appris à les utiliser exclusivement à son avantage. Aujourd'hui, alors que la culture réévalue l'héritage du cinéma classique des studios, la figure d'A.N.N. Baxter devient la clé pour comprendre les mécanismes de résistance cachés. Son histoire montre comment une femme hautement qualifiée et intelligente a dû masquer sa force pour survivre dans un système percevant l'autonomie féminine comme un dysfonctionnement du processus de production. La tragédie de son parcours professionnel ne réside pas dans l'absence de reconnaissance. Elle a reçu toutes les récompenses suprêmes et le statut de légende. Le véritable problème institutionnel était que Hollywood acceptait plus facilement sa lourdeur intérieure comme un genre scénique réussi que comme un fait réel de sa personnalité. L'industrie ne l'a pas détruite, mais elle a fait tout son possible pour transformer sa recherche méthodique et analytique de la vérité en un spectacle pratique et vendable. La mémoire d'A.N.N. Baxter dépasse le simple énumération de ses succès au box-office. Elle reste dans l'histoire comme l'architecte de sa propre biographie, ayant réussi à battre le système sur son propre terrain. Derrière les photos glamour, les discours aux Oscars et les scènes des épopées monumentales, se cache une histoire de lutte continue pour le droit de ne pas appartenir à la corporation. Son héritage est le témoignage que la véritable force dramatique peut utiliser les règles imposées, se déguiser en vulnérabilité, mais finit toujours par trouver un moyen d'affirmer sa forme indépendante. Le mythe d'Anne Baxter se résume souvent à l'image d'une femme ambitieuse, figée à jamais dans l'ombre des coulisses théâtrales. Mais sa véritable histoire n'est pas une chronique de l'ascension hollywoodienne. C'est un processus documenté de recherche d'une sortie du système. L'industrie du cinéma classique était prête à accepter l'intelligence féminine et la profondeur psychologique uniquement si elles étaient vendues sous forme de tragédies esthétiques ou de menaces exotiques. Baxter maîtrisait parfaitement ce mécanisme. Elle utilisait sa formation académique pour transformer la vulnérabilité en un outil